Jamais je n'aurais imaginé que le plus beau jour de ma vie se transformerait en l'instant le plus humiliant que j'ai jamais eu à supporter. La salle de réception du domaine où nous fêtions le banquet était emplie de musique, de rires et de vœux de bonheur. Je rayonnais, non seulement à cause de la cérémonie dans la petite église Sainte-Marie où nous nous étions mariés quelques heures plus tôt, mais aussi grâce au petit battement de cœur qui grandissait en moi. Je ne l'avais pas encore annoncé à tout le monde, mais je savais que nous partagerions bientôt l'heureuse nouvelle avec nos deux familles. J'étais nerveuse, bien sûr. Ma belle-mère, Madame Carmen Dubois, ne m'avait jamais acceptée, mais je pensais que le mariage apporterait enfin la paix entre nous. Lyon était particulièrement magnifique en cet après-midi de printemps. Le parfum des lilas embaumait l'air, et la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les baies vitrées de l'ancien hôtel particulier que nous avions choisi pour la célébration. Ma robe, conçue par une couturière locale amie de ma mère, me donnait l'impression d'être une princesse. Michel, mon désormais mari, ne cessait de me regarder avec ses yeux qui m'avaient séduite dès le premier jour à l'université. « Tu es magnifique », me murmura-t-il, alors que nous dansions notre première valse en tant que mari et femme. « Je n'arrive pas à croire que tu es ma femme, Lucie. » Je souris, gardant précieusement dans mon cœur le secret que nous allions bientôt partager. J'étais enceinte de 6 semaines à peine, mais je sentais déjà que notre fils ou notre fille serait le fruit le plus doux de notre amour. C'est pendant le toast que tout s'est effondré. L'orchestre venait de terminer une chanson entraînante lorsque Madame Carmen se leva, une coupe de champagne à la main. Je m'attendais à un discours formel, peut-être même froid, mais jamais à ce qui allait se passer. « Je voudrais porter un toast », commença-t-elle, avec cette voix qui m'avait toujours semblé aussi tranchante qu'un couteau. Je remarquai qu'elle avait bu plus que de raison, mais je n'aurais jamais pu anticiper la suite. Pour mon fils, qui a toujours été la fierté de notre famille. Les Dubois ont une tradition d'honneur qui remonte à des générations. Elle marqua une pause dramatique et me regarda droit dans les yeux. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Elle est enceinte !» cria-t-elle à toute la salle, sa voix déchirant la musique comme une dague. « Elle a piégé mon fils avec un gosse, comme la profiteuse qu'elle est. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Je restais glacée sur place. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient. À peine avais-je eu le temps de comprendre ces mots qu'elle hurla de nouveau. « Nous ne voulons pas de ton bâtard. Tu n'es là que pour l'argent et le statut de notre famille. » Mon père se leva immédiatement, le visage rouge de colère. Ma sœur Camille se précipita à mes côtés. Michel semblait paralysé, comme s'il ne pouvait croire ce qui était en train de se passer. Je me levai lentement, essayant de garder contenance malgré les larmes qui me brûlaient les yeux. « Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi, » dis-je, la voix tremblante mais ferme. Mais elle n'avait pas terminé. Avant que je puisse réagir, elle se jeta sur moi et déchira ma robe devant tout le monde. Un cri collectif retentit dans la salle tandis que je restais là, exposée, honteuse et sans voix. Tout ce que je pus faire fut de la regarder dans les yeux et de dire « Vous le regretterez ». Et je le pensais sincèrement. Ma tante Hélène, la seule sœur de ma mère qui m'avait toujours défendue, retira vivement son châle et m'en couvrit, tandis que les murmures grandissaient autour de nous. Michel réagit enfin, écartant sa mère de moi et l'entraînant vers la sortie. « Ingrate !» criait-elle pendant qu'on l'emmenait. « Cette provinciale ne sera jamais une vraie Dubois. » Les larmes coulaient sur mes joues, tandis que je me réfugiais dans un petit salon attenant, accompagnée de ma mère et de mes sœurs. À travers la porte entr'ouverte, je pouvais voir les invités choqués, certains ramassant leurs affaires pour partir, d'autres commentant à voix basse ce qui venait de se passer. « Ne pleure pas, ma chérie », me consolait ma mère, me caressant les cheveux comme lorsque j'étais petite. « Cette femme est du poison. Elle l'a toujours été. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille ?» sanglotai-je. « Comment a-t-elle pu m'humilier de cette façon le jour de mon mariage ?» Mon père entra dans la pièce, le visage encore rouge d'indignation. « Nous partons », déclara-t-il. « Je ne permettrai pas que ma fille soit traitée de cette manière. » C'est alors que Michel apparut à la porte, le visage défait. « Lucie », dit-il en s'approchant de moi avec précaution. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. » Elle n'avait jamais... Je le regardais dans les yeux. Ces yeux que j'aimais tant, maintenant remplis de confusion et de honte. Où étais-tu quand ta mère me traitait de profiteuse? Où étais-tu quand elle a déchiré ma robe? J'étais sous le choc.
Je n'ai pas su comment réagir, balbutia-t-il. Mon père intervint. Un vrai homme défend sa femme, jeune homme. Il ne reste pas paralysé pendant qu'on l'insulte. S'il te plaît, supplia Michel. Ne laissons pas ça gâcher notre journée. La fête peut continuer. Beaucoup d'invités sont encore là. Je séchai mes larmes et le regardai droit dans les yeux. Continuer? Après ce qui vient de se passer? Ta mère vient de m'humilier devant toute notre famille et nos amis. Elle a révélé ma grossesse comme si c'était une honte. Elle m'a traitée de profiteuse et a déchiré ma robe. Et tu veux que la fête continue? Lucie, murmura-t-il. Elle ne le pensait pas. Elle a trop bu et... Ne la défends pas, l'interrompis-je. N'ose même pas la défendre maintenant. Je me levai, toujours enveloppée dans le châle de ma tante. Nous rentrons à la maison, notre maison, et nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ce soir-là, en retirant les restes de ma robe de mariée en lambeaux, je jurai que Madame Carmen paierait pour chaque larme que j'avais versée. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour mon bébé, qui méritait respect et amour dès le premier instant. Personne, pas même la puissante matriarche des Dubois, n'avait le droit de nous enlever cela. Les jours qui suivirent le mariage furent pires que ce que j'avais imaginé. Notre appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, qui me semblait autrefois accueillant et plein de promesses, ressemblait maintenant à une cage où les souvenirs de cette humiliation me hantaient. Michel, mon mari, était tiraillé entre sa mère et moi, incapable de défendre l'une sans trahir l'autre. Il ne cessait de répéter « Elle ne le pensait pas, Lucie. Tu connais ma mère, elle est très traditionnelle et a du mal à accepter les changements. » Comme si ces mots pouvaient effacer ce qui s'était passé. Comme si un « elle ne le pensait pas » pouvait réparer ma dignité en miettes. Cette première nuit dans notre appartement de jeunes mariés se déroula dans un silence de mort. Je me couchais en serrant mon ventre à peine arrondi, sentant que je devais protéger mon bébé non seulement physiquement, mais aussi de toute la haine que sa grand-mère lui portait déjà. Je ne dormis pas. Je ne cessais de revivre ses paroles et son regard. Ce regard plein de mépris et de crainte. « Tu veux un thé ?» me demanda Michel le lendemain matin, essayant d'agir normalement. « Non, merci », répondis-je sèchement. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma famille, mes amis, même certains parents de Michel appelèrent pour s'excuser, exprimer leur indignation, demander ce qui s'était passé. Mais aucun de leurs mots ne pouvait effacer le son de ma robe se déchirant ou le choc sur les visages des invités. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite, aussi exposée. Et en moi, un feu commençait à grandir, non seulement pour me défendre, mais pour protéger mon fils de ce genre de haine. « Tu devrais manger quelque chose », insista Michel en posant une assiette de toast devant moi. « Pour le bébé. » Je le fixais. « Maintenant tu t'inquiètes pour le bébé ? Où était cette inquiétude quand ta mère le traitait de bâtard ? Lucie, s'il te plaît. » J'étais sous le choc. Sous le choc ? Tu sais qui était sous le choc ? Moi, Michel. Moi, quand ta mère m'a humiliée devant tout le monde. Quand elle a révélé ma grossesse comme si c'était une honte. Quand elle a déchiré ma robe. Il s'assit en face de moi, les yeux rouges. Il semblait ne pas avoir dormi non plus. J'ai essayé de lui parler ce matin, mais elle ne répond pas à mes appels. « Comme c'est pratique », murmurai-je. La semaine suivante fut un supplice. Michel allait et venait du travail comme un fantôme, parlant à peine. J'avais demandé un arrêt maladie pour stress au lycée où j'enseignais la littérature. Je ne me sentais pas capable d'affronter mes collègues, de supporter leurs regards de pitié ou de curiosité. L'histoire du mariage gâché par Madame Carmen Dubois, la veuve respectée du juge Dubois, était sûrement déjà le ragot préféré de tout Lyon. Finalement, après plusieurs jours de tentatives, Michel réussit à parler à sa mère. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demandai-je quand il revint de sa visite chez elle, dans son appartement de la Presqu'île. Son expression disait tout avant même qu'il ne parle. Elle dit qu'elle ne regrette rien, que je le méritais. Je méritais d'être humiliée à mon mariage. Je méritais qu'elle révèle ma grossesse sans mon consentement. Je méritais qu'elle déchire ma robe. Elle dit que je l'ai déçue, qu'elle aurait dû choisir quelqu'un de notre rang, que tu n'es avec moi que pour l'argent et le nom. Je sentis mon sang bouillir. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit ? Michel détourna le regard. Je lui ai dit que je t'aime, que nous allons avoir un enfant, qu'elle doit t'accepter. C'est tout ? Tu ne lui as pas exigé des excuses ? Tu ne lui as pas dit que ce qu'elle a fait est impardonnable ? Lucie,
C'est ma mère, et je suis ta femme, l'interrompis-je. La mère de ton enfant, la femme que tu as juré de protéger il y a à peine une semaine. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas simplement laisser passer ça. Je ne permettrai pas à cette femme d'empoisonner l'avenir de ma famille. Si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Les jours se transformèrent en semaines. La tension à la maison était palpable. Michel essayait de me faire plaisir, il apportait des fleurs, préparait des dîners, mais je sentais un vide grandissant entre nous. La nuit, pendant qu'il dormait, je faisais des recherches sur Internet. Tout le monde a des secrets, et j'étais sûre que Madame Carmen avait les siens. Ma belle-sœur Isabelle, la sœur cadette de Michel et la seule de la famille Dubois qui avait toujours été gentille avec moi, m'appela un après-midi. « Comment vas-tu, Lucie ? J'ai été inquiète. »« Je survis, » répondis-je sincèrement. Il y eut un silence. Puis, « Ce que ma mère a fait est impardonnable. Je veux que tu saches que nous ne pensons pas tous comme elle. Merci, Isabelle. Ça compte beaucoup pour moi. Il y a autre chose, » ajouta-t-elle en baissant la voix. « Quelque chose que tu devrais peut-être savoir sur ma mère. » Mon cœur s'accéléra. « Je t'écoute. Je ne peux pas en parler au téléphone. On peut se voir demain, au Grand Café des Négociants, à 17h. Le lendemain, en attendant Isabelle dans le vieux café du centre-ville, je ressentais un mélange d'anxiété et d'espoir. Quand je la vis entrer, avec son air nerveux caractéristique, je sus que ce qu'elle allait me dire pourrait tout changer. « Ma mère n'est pas celle que tout le monde croit », commença Isabelle, après avoir commandé 2 cafés. Cette image de dame de la haute société, de veuve respectable du juge Dubois, ce n'est qu'une façade. Je me penchai vers elle, intriguée. « Que veux-tu dire ? Avant d'épouser mon père, ma mère venait d'une famille modeste de Saint-Étienne. Elle n'avait rien. Son histoire de bonne famille du Sud est un mensonge. Et il y a plus, bien plus. » Isabelle me raconta alors comment sa mère avait manipulé son père, comment elle avait utilisé des informations compromettantes pour le forcer à l'épouser, comment elle s'était fabriqué un passé respectable. Mais le plus important, elle me parla de l'existence de certains documents, des papiers prouvant une fraude immobilière datant de 20 ans qui avaient été mystérieusement effacés des archives de la presse. « Mon père l'a découvert peu avant de mourir », expliqua Isabelle. « Il a trouvé des preuves qu'elle avait détourné des fonds sous un faux nom pour acquérir son premier empire immobilier. Si cette vérité éclatait au grand jour, sa précieuse image serait réduite en miettes. En l'écoutant, je sentis un calme étrange m'envahir. J'avais enfin quelque chose de concret, quelque chose que je pouvais utiliser. Pas pour me venger, me dis-je, mais pour obtenir justice, pour protéger ma famille. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demandai-je à Isabelle. Elle sourit tristement. « Parce que j'en ai assez de ces mensonges. Parce que ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Et parce que ce bébé que tu portes est mon neveu ou ma nièce. Et il mérite de grandir en paix. » En rentrant chez moi cet après-midi-là, je trouvais Michel qui m'attendait avec une expression inquiète. « Où étais-tu ? Je t'ai appelé plusieurs fois. »« Avec ta sœur, » répondis-je calmement. Nous avons eu une discussion intéressante. À propos de quoi ? Je le regardais dans les yeux, ces yeux que j'aimais tant mais qui semblaient si perdus dernièrement. À propos de la vérité, Michel. Sur qui est réellement ta mère ? Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je commençais à planifier mon prochain coup. Avec l'aide d'un vieil ami qui travaillait aux archives municipales, je déterrerais ces documents qu'Isabelle avait mentionnés. Je savais que ce que j'avais trouvé pourrait détruire Madame Carmen, mais je n'étais pas encore prête. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti, exposée, vulnérable, effrayée. Je caressais mon ventre dans l'obscurité. « Je te promets que plus personne ne nous fera de mal », murmurai-je. Personne. Les semaines passèrent, mais je n'oubliais pas. Je commençais à enquêter discrètement sur le passé de Madame Carmen. Avec les informations qu'Isabelle m'avait fournies, j'avais un point de départ solide. Chaque personne a des secrets, et j'étais sûre qu'elle gardait les siens bien précieusement. La mère de Michel avait bâti sa réputation sur la charité, l'étiquette et les événements religieux, mais je remarquais des incohérences dans ses récits, des vides dans son histoire personnelle que personne ne remettait en question, par respect ou par crainte. Mon ami Xavier, qui travaillait au service de la publicité foncière, m'aida plus que je ne l'espérais. « Je ne fais pas ça pour n'importe qui, Lucie », me dit-il en me remettant un dossier de documents dans un café discret de Saint-Just. « Mais ce que cette femme t'a fait, tout Lyon m'en parle. Merci, Xav. Je t'en dois une. Tu ne me dois rien.
Promets-moi juste d'être prudente. Les Dubois ont de l'influence dans cette ville. J'examinais les documents le soir même, pendant que Michel assistait à un dîner de travail. Tout était là. Il y a 20 ans, Carmen Dubois, alors Carmen Ruiz, avait créé une fausse identité en tant que Marie-Solange Vasseur pour acheter des propriétés avec de l'argent qu'elle avait détourné de la fondation caritative que son mari présidait. Le scandale avait été mystérieusement étouffé dans les archives des journaux grâce à l'influence du juge Dubois, mais les registres officiels ne m'en tentent pas. Si cette vérité éclatait au grand jour, sa précieuse image serait réduite en miettes. La veuve respectée du juge, la dame de la haute société lyonnaise, la présidente de 3 organisations caritatives, tout s'effondrerait comme un château de cartes. Je savais que ce que j'avais en ma possession pouvait la détruire, mais je n'étais pas encore prête. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti, exposée, vulnérable, effrayée. L'occasion de la confronter se présenta plus tôt que prévu. Michel insista pour que nous assistions à la célébration de l'anniversaire de la Fondation Dubois pour l'enfance, une organisation que Madame Carmen présidait avec fierté. « C'est important que nous y soyons », argumenta-t-il. « Nous devons montrer que nous sommes une famille unie. »« Une famille unie ?» répliquai-je avec ironie. « Après ce que ta mère m'a fait ? S'il te plaît, Lucie, » supplia-t-il. « Ça fait presque 2 mois. Les gens ont presque oublié l'incident. »« L'incident ? C'est comme ça que tu appelles l'humiliation publique que j'ai subie ? » Mais je finis par céder. Non pas pour faire plaisir à Michel, mais parce que c'était l'occasion parfaite pour mon plan. Je m'achetais une nouvelle robe, élégante mais discrète, qui dissimulait ma grossesse de près de 4 mois. Je me préparais avec soin, sachant que tous les regards seraient tournés vers moi. Quand nous arrivâmes au luxueux hôtel où se tenait le gala, je sentis les regards curieux, les chuchotements. Madame Carmen était au centre du salon, resplendissante dans une robe bleu marine et des bijoux qui appartenaient à la famille Dubois depuis des générations. En nous voyant entrer, son sourire se figea un instant. « Michel, mon fils !» s'exclama-t-elle en s'approchant pour l'embrasser. À moi, elle adressa à peine un signe de tête. « Lucie, à Madame Dubois !» répondis-je avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Quel événement charmant ! La Fondation doit être fière de son travail. » Elle me regarda avec méfiance, se demandant sûrement pourquoi j'étais si cordiale après ce qui s'était passé. Pendant toute la soirée, je gardais les apparences. Je conversais aimablement avec les invités, dont beaucoup se montraient surpris, mais soulagés de me voir si bien remise du fâcheux malentendu du mariage. Quand le dîner se termina et que le bal commença, je m'éclipsai aux toilettes. De mon petit sac à main, je sortis une enveloppe que j'avais préparée avec soin. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents les plus compromettants, ainsi qu'une note manuscrite. Je sais qui est vraiment Marie-Solange Vasseur. Des excuses publiques où tout ceci sera révélé. Je retournai dans le salon et m'approchai de Madame Carmen, qui discutait avec le maire et sa femme. « Excusez-moi de vous interrompre, » dis-je avec mon plus beau sourire. « Madame Dubois, j'ai oublié de vous donner ceci. C'est un petit cadeau, en remerciement pour votre chaleureux accueil dans la famille. » Je lui tendis l'enveloppe avec un sourire qu'elle saurait interpréter. Je la vis pâlir légèrement en la prenant, bien qu'elle gardât sa contenance devant ses importants invités. « Quelle attention, ma chère, » répondit-elle d'une voix tendue. « Je l'ouvrirai plus tard. »« Je vous en prie, faites-le. Il est important pour moi que vous le voyiez ce soir. » Je m'éloignai, me sentant étrangement puissante. Je ne voulais pas la faire chanter. Je voulais lui donner une chance de réfléchir, de reconnaître sa cruauté. Mais quand je la vis s'éclipser dans un coin tranquille pour ouvrir l'enveloppe, et que j'observais son visage se transformer par la panique, les yeux exorbités de peur, je compris qu'elle croyait encore avoir le contrôle. Cela allait bientôt changer. Le gala se termina après minuit. Sur le chemin du retour, Michel semblait perplexe. « Ma mère nous a à peine parlé après le dîner », commenta-t-il. « Il s'est passé quelque chose ? » « Rien d'important », répondis-je calmement. Peut-être qu'elle réfléchit enfin à son comportement. Madame Carmen tenta d'agir normalement dans les jours qui suivirent. Au brunch dominical après la messe à Fourvière, elle sourit et joua son rôle, mais je pouvais voir le tremblement de ses mains et la façon dont elle regardait constamment par-dessus son épaule. Je savais qu'elle avait reçu mon message. Pourtant, elle ne dit rien à Michel, rien à moi. Le silence peut être la forme la plus cruelle de déni.
J'ai donc franchi l'étape suivante. J'ai renvoyé anonymement les preuves au conseil d'administration de la fondation caritative qu'elle présidait. Une semaine plus tard, elle fut démise de ses fonctions. Ce fut subtil, silencieux, mais dévastateur. Sa fierté avait toujours été son statut. Et j'observais son monde commencer à se fissurer. L'annonce parut discrètement dans la section mondaine du journal local. Changement à la direction de la Fondation Dubois pour l'enfance. Après des années de service, Madame Carmen Dubois cède la présidence. Non, il ne mentionnait pas les véritables raisons, bien sûr, mais pour ceux qui savaient lire entre les lignes, c'était une chute en disgrâce. Michel commença aussi à le remarquer. Sa mère cessa d'appeler. Quand il lui rendait visite, elle semblait nerveuse, irascible. « Il se passe quelque chose de bizarre avec maman », me confia-t-il un soir. « Elle est différente. Elle ne sort presque plus de chez elle. Elle a annulé tous ses engagements sociaux. » Je souris légèrement et lui baisai le front. Parfois, les gens montrent leur vrai visage quand ils perdent le contrôle. Je ne lui ai pas raconté ce que j'avais fait. Pas encore. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Et ce n'était pas fini. La pression augmenta lorsque plusieurs membres éminents de la société lyonnaise commencèrent à prendre leur distance avec Madame Carmen. Des rumeurs circulèrent sur son départ soudain de la fondation. Les invitations à des événements qu'elle recevait auparavant quotidiennement commencèrent à se raréfier. Un après-midi, alors que je feuilletais un livre à la librairie des Jacobins, je rencontrai Isabelle. « C'est toi, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle directement, après s'être assurée que personne ne nous écoutait. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondis-je en feignant l'innocence. « Tu le sais parfaitement. Les rumeurs, le départ de ma mère de la fondation. Elle est anéantie, Lucie. Anéantie? Comme moi quand elle m'a humiliée à mon mariage? Comme quand elle a traité mon fils pas encore né de bâtard ?» Isabelle soupira profondément. « Je ne dis pas qu'elle ne le mérite pas. Je dis juste de faire attention. Ma mère peut être dangereuse quand elle se sent acculée. Je n'ai pas peur d'elle, » répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Plus maintenant. Le soir même, je reçus un appel d'un numéro inconnu. En répondant, je reconnus immédiatement la voix. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» La voix de Madame Carmen était rauque, tremblante. « Ce que j'ai toujours voulu, » répondis-je. « Du respect, des excuses publiques, et que vous n'interfériez plus jamais dans ma vie ou dans celle de mon fils. Pour qui te prends-tu pour détruire tout ce que j'ai construit ? Je suis la femme que vous avez humiliée publiquement, la mère du petit-fils que vous avez traité de bâtard, l'épouse de votre fils que vous n'avez pas assez respecté pour accepter son choix. Voilà qui je suis, Madame Dubois. » Il y eut un long silence. Puis, « Ça ne se terminera pas comme ça. »« Vous avez raison, » répondis-je. « Ce n'est pas encore terminé. Vous avez jusqu'à dimanche pour présenter des excuses publiques, où tout Lyon saura qui est vraiment Marie-Solange Vasseur. » Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était plus de peur. C'était par la certitude que, pour la première fois depuis que je connaissais les Dubois, j'avais le contrôle. Le dimanche arriva, et avec lui, la messe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où la haute société se réunissait autant par dévotion que par apparence. Michel insista pour y assister, comme chaque semaine, malgré ma réticence. « Lucie, nous ne pouvons pas ne pas y aller. Les gens parleraient. Les gens parlent déjà, Michel. »« Depuis des mois, » répondis-je en enfilant une robe qui montrait maintenant clairement ma grossesse de 4 mois et demi. Nous arrivâmes alors que la messe avait déjà commencé. En entrant, je sentis tous les regards se poser sur nous. Madame Carmen était au premier rang, comme toujours, avec son chignon impeccable caractéristique et un tailleur gris perle. Nous nous assîmes plusieurs rangs derrière. Pendant toute la cérémonie, elle ne se retourna pas une seule fois pour nous regarder. « Tu vois, elle est toujours en colère », murmura Michel. « Ce n'est pas de la colère, » le corrigeai-je à voix basse. « C'est de la peur. » À la fin de la messe, le rituel social commença sur le parvis de la cathédrale. Les groupes se formèrent naturellement selon les affinités et le statut. J'observais Madame Carmen s'approcher du cercle, où l'évêque conversait avec quelques familles éminentes. À ma grande surprise, je remarquai une certaine gêne lorsqu'elle se joignit à eux. Certaines salutations furent polies, mais froides, et 2 dames s'excusèrent discrètement peu de temps après. « Tu as vu ça ?» demanda Michel, confus. « On dirait que ta mère n'est plus aussi bienvenue qu'avant, » commentai-je en feignant la surprise. Le moment que j'attendais arriva plus tard.
lors du brunch qui se tenait au Grand Hôtel de Lyon, où l'élite lyonnaise se réunissait pour commenter la semaine et planifier la suivante. Michel et moi entrâmes, alors que l'événement battait son plein. Madame Carmen était seule à une table, remuant distraitement son café. « Je vais saluer ma mère », dit Michel. « Tu viens ?»« Dans un instant », répondis-je. Je l'observais s'approcher d'elle. Je vis l'expression de Madame Carmen se tendre. Ils parlèrent brièvement, puis Michel revint à mes côtés, déconcerté. « Elle est très bizarre. Elle m'a à peine dit 2 mots et s'est excusée en disant qu'elle devait partir bientôt. Comme c'est étrange, murmurai-je, bien que je sache exactement ce qui se passait. » Au moment où Madame Carmen s'apprêtait à quitter l'hôtel, un homme s'approcha d'elle. Je reconnus Antoine Ferrer, rédacteur en chef du journal Le Progrès et l'un des journalistes les plus respectés de Lyon. Je les vis converser brièvement, elle de plus en plus pâle, secouant la tête à plusieurs reprises. Finalement, elle partit précipitamment. « Qu'est-ce que Ferrer a bien pu dire à ta mère ?» demandai-je innocemment. « Je ne sais pas. » Mais elle semblait bouleversée. La réponse arriva le lendemain. Michel partit tôt au travail, et je restai à la maison pour corriger quelques copies de mes élèves. En milieu de matinée, la sonnette retentit. C'était Isabelle, l'air grave et un journal à la main. « Je peux entrer ?»« Bien sûr », répondis-je en m'écartant. Elle s'assit sur le canapé et étala le journal sur la table basse. Dans la section Société, un petit article intitulé « Irrégularité à la Fondation du Bois » mentionnait une enquête sur de présumés détournements de fonds. « Ce n'est que le début », dit Isabelle. « Ferrer enquête depuis des semaines. Quelqu'un a fait fuiter des documents compromettants. »« Et tu penses que c'est moi ?» demandai-je en gardant mon calme. « Pas directement, mais je sais que c'est toi qui as commencé tout ça. » Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement un constat. Ma mère est anéantie. Elle n'est pas sortie de sa chambre depuis hier. Et tu t'attends à ce que j'aie de la pitié ? Isabelle secoua la tête. Non, ce qu'elle t'a fait était impardonnable. Je voulais juste que tu saches que ton message a été reçu. 5 sur 5. Au cours des jours suivants, la pression sur Madame Carmen s'intensifia. D'autres articles parurent, de plus en plus spécifiques. On mentionnait une certaine Marie-Solange Vasseur et des transactions suspectes datant de 2 décennies. Les anciens amis de la famille commencèrent à prendre publiquement leur distance. Les invitations cessèrent complètement. 1 semaine plus tard, Michel rentra à la maison, furieux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. « Tu savais quelque chose à ce sujet ?» me demanda-t-il en jetant le journal sur la table. En première page, fraude immobilière liée à la famille Dubois. De quoi parles-tu ? Ne fais pas semblant, Lucie. Isabelle m'a tout raconté. Les documents, les menaces, tout. Comment as-tu pu ? Je m'assis tranquillement. Comment j'ai pu ? Tu me le demandes vraiment ? Ta mère m'a humiliée publiquement, m'a traitée de profiteuse, a dit que notre enfant était un bâtard, a déchiré ma robe devant tout le monde, et tu me demandes comment j'ai pu ? Mais c'est différent. Tu es en train de détruire ma famille. Non, Michel. Je protège la nôtre, notre fils. Il passa les mains dans ses cheveux, désespéré. Ma mère a reçu des menaces. On a tagué sa maison. Les gens la montrent du doigt dans la rue. Je suis désolée pour ça, dis-je sincèrement. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Je voulais seulement qu'elle s'excuse, qu'elle reconnaisse ce qu'elle m'a fait. Et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? Pourquoi agir dans mon dos ? Parce que tu ne m'aurais jamais soutenue. Tu la défends toujours, Michel. Toujours. Il s'assit en face de moi, abattu. Que va-t-il se passer maintenant ? Je ne sais pas. Ça ne dépend plus de moi. La vérité éclate au grand jour, et je ne peux pas l'arrêter même si je le voulais. Cette nuit-là, Michel dormit sur le canapé. Le lendemain, il alla chez sa mère. Il revint des heures plus tard, l'air sombre. « Elle est méconnaissable », me dit-il. « Elle a vieilli de 10 ans en 1 semaine. » Je sentis une pointe de culpabilité, mais je la repoussai rapidement. « Elle t'a raconté la vérité ? Sur Marie-Solange Vasseur ?» Michel hocha lentement la tête. Tout. La fraude, l'argent détourné, comment elle a bâti son empire. Elle m'a aussi raconté comment elle a rencontré mon père, comment elle l'a manipulé pour l'épouser. Et maintenant je comprends beaucoup de choses. Il s'assit lourdement dans le fauteuil. Toute ma vie a été un mensonge, Lucie. La respectable famille Dubois, l'héritage de mon père, tout construit sur des mensonges. Je m'approchai et pris sa main. Pas tout.
Ton père était un homme bon, d'après ce que tu m'as raconté. Et tu es un homme bon aussi. Je ne sais pas, Lucie. Je ne sais plus qui je suis. Au cours des semaines suivantes, nous observâmes l'empire de Madame Carmen s'effondrer morceau par morceau. Les enquêtes s'élargirent, s'étendant à d'autres propriétés, à d'autres affaires. D'anciens partenaires commencèrent à parler, révélant d'autres supercheries. Son monde s'écroulait sous nos yeux. Isabelle nous rendait visite régulièrement, apportant des nouvelles. Elle vend la maison, nous raconta-t-elle un après-midi. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre à Lyon, que tout le monde la montre du doigt. Où va-t-elle aller ? Demanda Michel. Dans la maison de la plage à Arcachon pour l'instant. Après, je ne sais pas. En la voyant souffrir de loin, je me demandais si j'avais vraiment gagné quelque chose dans tout cela. La satisfaction que j'espérais ressentir se mêlait à un goût amer. Ce n'était pas exactement de la compassion, elle avait forgé son propre destin avec des années de tromperie. Mais ce n'était pas non plus le triomphe que j'avais imaginé. Un après-midi, alors que je me promenais dans le parc de la Tête d'Or, je tombais de manière inattendue sur Madame Carmen. Elle était assise sur un banc, l'air abattu, regardant les enfants jouer. En me voyant, elle fit mine de se lever. « Ne partez pas », dis-je en m'asseyant à une certaine distance. « Je crois qu'il est temps que nous parlions. » Elle me regarda avec un mélange de ressentiment et de résignation. Elle n'était plus la femme imposante que j'avais connue. Ses épaules étaient voûtées. Son regard avait perdu l'éclat de la supériorité. « Tu as gagné », dit-elle simplement. « Es-tu satisfaite ? » « Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, » répondis-je. « Il s'agit de conséquences, de respect. Tu as détruit ma vie. Non, Madame Dubois. Vous avez construit votre vie sur des mensonges. Je n'ai fait qu'exposer la vérité. » Nous restâmes en silence, observant les enfants courir et rire, étrangers à notre drame. « Que veux-tu de moi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Rien. Je ne veux plus rien de vous. » Elle me regarda avec incrédulité. « Alors pourquoi continuer avec tout ça ? Parce que mon fils mérite de grandir dans un monde où la vérité compte, où les actions ont des conséquences, même les vôtres. » Je me levai pour partir, mais avant de m'éloigner, je me tournai vers elle. « Si un jour vous décidez d'être sincère, si un jour vous décidez que vous voulez connaître votre petit-fils sans haine ni manipulation, peut-être pourrons-nous reparler. » En m'éloignant, je sentis un poids se lever de mes épaules. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée, mais c'était une fin. Et peut-être, aussi, un commencement. Finalement, la pression devint insoutenable, et le scandale éclata complètement. La photo de Madame Carmen apparut en première page de tous les journaux locaux. La double vie de Carmen Dubois, philanthrope et escroc. La fraude immobilière, la fausse identité, les années de tromperie. Et bien que mon nom n'ait jamais été mentionné, tout le monde connaissait l'humiliation qu'elle m'avait infligée, et beaucoup soupçonnaient que la fuite était une réponse à ce jour-là. L'effet domino fut immédiat. L'Association des entrepreneurs lyonnais annula son adhésion. La paroisse de Saint-Yzier, où elle avait été présidente du comité de charité pendant des décennies, publia un communiqué se distanciant discrètement d'elle. Même le maire, qui avait toujours fréquenté sa table lors d'événements caritatifs, évitait désormais de mentionner son nom en public. « C'est comme si elle avait cessé d'exister du jour au lendemain », commenta Isabelle, lors d'une de nos réunions de plus en plus fréquentes pour prendre un café. « Personne ne l'appelle, personne ne lui rend visite. La haute société lyonnaise est impitoyable, répondis-je. Elle pardonne tout sauf de perdre la face. » Michel souffrait en silence. Chaque nouvelle révélation sur sa mère était un coup porté à l'image qu'il avait eue de sa famille toute sa vie. Un après-midi, il rentra à la maison avec un vieux dossier sous le bras. « J'ai examiné les documents de mon père », m'expliqua-t-il en sortant de vieux papiers jaunis. Des lettres, des journaux intimes. Je crois qu'il savait tout, Lucie. Il savait qui était vraiment ma mère, mais il l'a protégée pour nous, pour Isabelle et pour moi. Comment te sens-tu par rapport à ça ? Il soupira profondément, confus, trahi, mais aussi soulagé, d'une certaine manière. Comme si je comprenais enfin pourquoi notre maison a toujours été pleine de tensions. Pourquoi mon père semblait toujours porter un poids invisible sur ses épaules. Je lui pris la main, ressentant un nouveau respect pour cet homme que je n'avais jamais connu. Il a dû vous aimer énormément pour supporter tout ça. Il nous aimait, acquiesça Michel, et il aimait aussi ma mère, malgré tout. C'est le plus triste. Il l'a aimée jusqu'à la fin, même en sachant qui elle était vraiment. Au fil des jours,
La tempête médiatique commença à se calmer, mais le mal était fait. Madame Carmen avait perdu non seulement sa réputation, mais aussi son identité sociale. Elle n'était plus la matriarche des Dubois, la veuve respectable du juge, la bienfaitrice de Lyon. Elle était maintenant simplement Carmen Ruiz, une femme d'origine modeste qui avait bâti un empire sur des mensonges. Michel tenta de la contacter à plusieurs reprises, mais elle répondait rarement au téléphone. Quand il réussit enfin à lui parler, il rentra à la maison anéanti. « Elle est méconnaissable », me dit-il en s'effondrant sur le canapé. « Elle parle à peine. Elle m'a juste demandé si j'avais quelque chose à voir avec tout ça. Je lui ai dit que non, mais je ne sais pas si elle m'a cru. Je m'assis à côté de lui caressant doucement le dos. Je suis désolée, Michel. Désolée pour toi, pas pour elle. Je sais. » Il leva les yeux, le regard rougi. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Pourquoi as-tu agi seul? C'était une question juste. Parce que j'avais besoin de le faire seul. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de te parler de ce qui s'est passé au mariage, tu minimisais ce qu'elle avait fait. Elle était nerveuse, elle avait trop bu, elle ne le pensait pas. Tu ne t'es jamais vraiment mis de mon côté, Michel. Je sais que tu étais pris au milieu, continuai-je. Je sais que c'est ta mère, mais je suis ta femme, et j'espérais que tu me défendrais. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. « Tu as raison, je t'ai laissé tomber ce jour-là, et j'ai continué à te laisser tomber depuis. » Ce soir-là, alors que nous préparions le dîner ensemble, un simple gratin dauphinois qui était la spécialité de Michel, je sentis que quelque chose avait changé entre nous. Ce n'était pas une réparation complète, mais c'était un début. Ma grossesse avançait sans complications. À 6 mois, mon ventre était proéminent, et je sentais les mouvements du bébé de plus en plus forts. Parfois, quand j'étais seule, je lui parlais du monde dans lequel il viendrait, lui promettant qu'il serait aimé et protégé. D'autres fois, Michel posait sa main sur mon ventre, et nous sentions ensemble les petits coups de pied, comme des messages codés de quelqu'un impatient de nous connaître. Un matin ensoleillé d'avril, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse de notre appartement, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, je me retrouvais face à face avec Madame Carmen. Elle était visiblement plus mince, les cheveux non teints montrant des mèches grises qu'elle cachait autrefois méticuleusement, et vêtue simplement, sans les bijoux qui l'ornaient habituellement. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle d'une voix que je reconnus à peine. Je hésitai un instant, mais finis par m'écarter. « Michel n'est pas là. Il est parti donner ses cours. Je sais, je suis venue te parler. » Je la conduisis jusqu'à la terrasse et lui offris un café, qu'elle refusa d'un geste. Nous nous assîmes l'une en face de l'autre, avec le bruit de la ville comme seul témoin de notre rencontre. « Je sais que c'est toi, » commença-t-elle directement. « Je sais que tu as trouvé les documents et que tu les as fait fuiter. » Je ne le niais pas. Ça n'avait aucun sens. « Et qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Elle secoua la tête avec un sourire triste. « Rien. Je ne peux plus rien faire. Tu as gagné, Lucie. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Non, Madame Dubois. Vous avez détruit ce que vous avez construit quand vous avez décidé de le baser sur des mensonges. Je n'ai fait qu'exposer la vérité. Et ça te fait te sentir mieux? Ça te dédommage de ce que je t'ai fait? » Je réfléchis un instant avant de répondre. Il ne s'agit pas de me sentir mieux. Il s'agit de justice, de conséquences. Elle hocha lentement la tête, comme si elle me comprenait vraiment pour la première fois. J'ai toujours pensé que tu étais faible, que tu n'appartenais pas à notre famille. Je me suis trompée. Oui, vous vous êtes trompée, sur beaucoup de choses. Nous restâmes silencieuses un long moment. Finalement, elle regarda mon ventre arrondi. « C'est un garçon ou une fille ?»« Un garçon », répondis-je automatiquement, surprise par la question. « Vous avez un prénom ?»« Non, Martin », dis-je après une brève hésitation. C'était la première fois que je partageais le prénom avec quelqu'un d'autre que mes parents. Un autre silence. Puis, je quitte Lyon. J'ai presque tout vendu. Je vais m'installer dans un petit village en Lozère, où personne ne me connaît. Je ne sus que répondre. Une partie de moi ressentait une étrange compassion pour cette femme vaincue, si différente de la matriarche imposante que j'avais connue. Une autre partie se souvenait encore de ce jour, de la robe déchirée, de l'humiliation. « Vous espérez que je vous dise de ne pas partir ?» demandai-je finalement. « Non. J'espère que tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai réagi ainsi quand j'ai su que tu étais enceinte. Pourquoi l'avez-vous fait ?
Ses yeux, autrefois toujours froids et calculateurs, semblaient maintenant fatigués, presque humains, parce que je me suis vue en toi, une fille d'origine modeste, enceinte d'un homme de bonne famille. La différence, c'est que tu as obtenu ce que j'ai toujours voulu, qu'il te choisisse honnêtement, qu'il t'aime vraiment. Sa confession me laissa sans voix. C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre. Ton fils sera peut-être le seul petit-fils que j'aurai, continua-t-elle. Michel ne me pardonnera jamais, et Isabelle n'a jamais voulu d'enfant. Alors je te demande, non pas pour moi, mais pour lui, dit-elle en désignant mon ventre, qu'un jour, quand il posera des questions sur sa grand-mère, tu ne lui racontes pas seulement le mal. Elle se leva lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort énorme. Je n'attends pas ton pardon, Lucie. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. Pour tout. Je l'accompagnai à la porte en silence. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois. Tu es plus forte que je ne le pensais. Mon petit-fils sera entre de bonnes mains avec une mère comme toi. Après son départ, je restai longtemps appuyée contre la porte fermée, assimilant ce qui venait de se passer. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus de la part de Madame Carmen. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Cet après-midi-là, quand Michel rentra, je lui racontai la visite de sa mère. « Elle s'est excusée ?» demanda-t-il, incrédule. « À sa manière, » répondis-je. Et elle m'a dit qu'elle quittait Lyon. Michel resta pensif. Une partie de moi veut la rattraper, la convaincre de rester, arranger les choses. Mais une autre partie sait que c'est peut-être mieux pour tout le monde. Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre dans le lit, sa main sur mon ventre sentant les mouvements de notre fils, Michel murmura « Pourquoi n'a-t-elle pas pu simplement t'aimer ? Pourquoi a-t-elle dû tout gâcher ?» Je le serrai plus fort et dis doucement « Certaines personnes préféreraient tout détruire, plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. » Madame Carmen ne s'excusa jamais publiquement, mais elle cessa d'apparaître en société. Elle vivait dans le silence et la disgrâce. Je lui rendis visite une fois de plus, une seule fois, quand j'étais enceinte de 7 mois. Je la regardai dans les yeux et lui dis « Vous avez appelé mon fils une erreur. Mais il sera l'âme la plus aimée de ce monde. Contrairement à vous, je sais ce que signifie vraiment la famille. Mon fils est né par un après-midi pluvieux de mai. Ses cris étaient forts, pleins de défis, comme s'il savait déjà qu'il était destiné à tenir bon dans ce monde. Michel le tenait comme s'il était fait de cristal, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Nous l'avons appelé Martin, un nom qui signifie « guerrier ». Et cette force était exactement ce qui m'avait soutenu à travers tout. La maternité de l'hôpital était remplie de fleurs et de visites. Ma mère, qui était venue de Saint-Étienne, ne quittait pas le berceau, émerveillée par chaque geste de son premier petit-fils. Mon père, toujours si sérieux, souriait comme un adolescent chaque fois que le bébé serrait son doigt avec sa minuscule main. Mes sœurs se relayaient pour apporter des plats faits maison et aider avec les premières nuits difficiles. Isabelle venait chaque après-midi après le travail, apportant des petits cadeaux et proposant de s'occuper du bébé pendant que je me reposais. Une seule personne n'est pas venue rencontrer Martin, Madame Carmen. Ce n'est pas par rancune que nous ne l'avons pas invitée, mais par protection. Certaines blessures doivent rester fermées pour éviter une infection plus profonde. Nous savions par Isabelle qu'elle avait déménagé dans un petit village de Lozère, où elle avait acheté une maison simple, avec l'argent qui lui restait après les amendes et les restitutions qu'elle avait dû payer. À la place, nous avons construit un nouveau type de famille. Une famille basée sur l'amour, l'honnêteté et la résilience. Ma famille a accueilli Martin comme son propre miracle. Michel est devenu un père que j'admirais profondément et notre foyer s'est transformé en un lieu de guérison. Les premiers mois avec Martin furent un chaos merveilleux. Les nuits blanches, les couches interminables, l'inquiétude constante pour chaque petit éternuement ou pleur. Mais ce furent aussi des moments de découverte et d'émerveillement. La première fois qu'il a souri consciemment, en nous reconnaissant. La façon dont ses yeux, identiques à ceux de Michel, suivaient nos mouvements dans la pièce. La manière dont il se calmait instantanément quand je lui chantais de vieilles berceuses françaises que la mère de Michel lui avait apprises et que lui m'avait apprises. « Il est parfait !» murmura Michel un soir, alors que nous regardions Martin dormir dans son berceau. « Absolument parfait. Il l'est, » approuvai-je en posant ma tête sur son épaule. « Je suis triste que ma mère ne puisse pas le voir grandir, » confessa-t-il à voix basse.
Malgré tout, je serrai sa main. Je sais. Et je suis désolée pour toi. Mais nous avons fait le bon choix. Pour l'instant, du moins. À mesure que Martin grandissait, notre vie trouva un nouveau rythme. Je repris mon travail à temps partiel au lycée, tandis que Michel ajusta son emploi du temps à l'université pour qu'il y ait toujours l'un de nous avec l'enfant. Nous achetâmes une petite maison lumineuse dans le quartier de Saint-Just, avec un petit jardin où Martin pourrait jouer et un citronnier qui parfumait les après-midi d'été. Isabelle restait notre lien avec Madame Carmen. Elle nous racontait que sa mère vivait tranquillement, presque anonymement, dans ce village de Lozère. Qu'elle avait adopté un chien errant. Qu'elle aidait occasionnellement à la bibliothèque locale. De petits éclats d'une vie qui semblait si éloignée de l'opulence et des prétentions de son passé à Lyon. Elle a demandé des nouvelles du petit, nous dit Isabelle un après-midi, alors que nous prenions un café sur notre terrasse. Martin, qui rampait déjà avec détermination, explorait le sol à nos pieds. Elle n'insiste pas, mais elle me demande toujours comment il va, s'il ressemble à Michel quand il était bébé. Michel et moi échangeâmes un regard. C'était un sujet que nous avions souvent abordé en chuchotant la nuit. Martin devrait-il un jour connaître sa grand-mère? Avait-elle le droit de faire partie de sa vie après ce qui s'était passé? Nous ne sommes pas prêts, répondit finalement Michel. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Isabelle hocha la tête, compréhensive. Je comprends. Et elle aussi, crois-moi. Quand Martin eut 1 an, nous organisâmes une petite fête dans le jardin. Famille, amis proches, collègues de travail, tous réunis pour célébrer cette première année de vie qui avait tant changé les nôtres. Il y avait un gâteau fait maison, des ballons de couleur, et un Martin plus fasciné par le papier cadeau que par les jouets qu'il contenait. « Il te ressemble tellement », me dit ma mère, alors que nous regardions Michel balancer Martin dans ses bras. « Il a ton sourire, ta curiosité, et les yeux de Michel, ajoutai-je, et son entêtement. C'est le meilleur des deux, sourit-elle, comme il se doit. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Martin se soit enfin endormi, épuisé, Michel m'enlaça dans la cuisine pendant que nous lavions les dernières assiettes. « Merci », murmura-t-il contre mes cheveux. « Pourquoi ? De ne pas avoir baissé les bras, de t'être battu pour nous, pour notre famille, même quand je ne savais pas le faire. » Je me tournai pour le regarder. « Je t'aime, Michel. Je t'ai toujours aimé, je sais. Et je suis désolée d'avoir douté, d'avoir été coincée entre ma mère et toi. J'aurais dû être plus fort. Tu l'as été quand ça comptait, » répondis-je, me souvenant comment il avait été à mes côtés pendant l'accouchement, comment il s'était adapté à la paternité avec tant de naturel, comment il avait reconstruit sa relation avec moi pierre par pierre, jour après jour. Parfois, en regardant Martin dormir, je pensais encore à ce mariage. La robe déchirée, la honte, la fureur. Mais cela ne me tourmentait plus. Cela me rappelait le chemin parcouru, de l'humiliation à l'affirmation de soi, du silence à la parole, de victime à protectrice. Quand Martin eut 2 ans, nous reçûmes une lettre de Lozère. C'était de Madame Carmen. Elle ne demandait pas explicitement pardon, mais joignait un petit bracelet en argent avec le nom de Martin gravé. Il appartient à la famille Dubois depuis des générations, expliquait-elle dans sa brève note. Chaque premier-né l'a porté. Il lui appartient maintenant, peu importe ce que vous pensez de moi. Michel et moi contemplâmes le bijou en silence. C'était un geste petit, mais significatif. « Que veux-tu faire ?» me demanda-t-il. Je réfléchis avant de répondre. « Le garder. Quand il sera plus grand, nous lui en parlerons. De sa grand-mère, le bon et le mauvais. Et nous le laisserons décider. Pour le 3e anniversaire de Martin, nous prîmes une décision. Nous envoyâmes à Madame Carmen une photo de son petit-fils avec un bref message. Il s'appelle Martin. Il a vos yeux et votre caractère. Un jour, quand il sera plus grand, nous lui parlerons de vous. » Nous n'attendions pas de réponse, mais elle arriva 1 semaine plus tard. Une simple note qui disait « Merci, il est magnifique, j'attendrai. » Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon. C'était simplement une reconnaissance. Que le temps passe. Que les blessures, finalement, cicatrisent. Que même les erreurs les plus terribles peuvent, avec suffisamment de temps, se transformer en leçons. Un après-midi, alors que Martin et moi jouions dans le parc près de la maison, une vieille dame s'assit sur le banc à côté d'une autre. Je ne la reconnus pas immédiatement. Ses cheveux, entièrement blancs, étaient rassemblés en une simple tresse. Elle portait des vêtements simples,
sans bijoux, à l'exception d'une vieille bague en or. C'est son regard qui finit par la trahir. « Bonjour, Lucie », dit doucement Madame Carmen. Je me raidis instinctivement, rapprochant Martin de moi. « Que faites-vous ici ? Je voulais juste le voir, une fois, de loin. Je ne comptais pas m'approcher. » Martin, curieux comme toujours, observait l'inconnu avec intérêt. « C'est qui, maman ?» Je regardais Madame Carmen, puis mon fils. À ce moment-là, je devais prendre une décision que j'avais repoussée pendant des années. Je la regardais dans les yeux, ces yeux qui avaient autrefois été remplis de mépris et ne montraient maintenant que de la fatigue et de l'espoir. « C'est une vieille amie de la famille », répondis-je finalement. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas non plus un mensonge. Un jour, quand il serait plus grand, je lui raconterai toute l'histoire. « Bonjour », dit Martin avec cette confiance insouciante des jeunes enfants. « Bonjour », répondit-elle, la voix légèrement brisée. Ce bref échange fut tout. Madame Carmen se leva peu après, hocha légèrement la tête dans ma direction et s'éloigna sur le sentier du parc. Je la regardais partir, une silhouette solitaire se perdant parmi les arbres. Ce soir-là, en bordant Martin, il me demanda « On la reverra, cette dame ?»« Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. « Peut-être un jour. Elle avait l'air triste, » commenta-t-il, avec cette perception surprenante que les enfants ont parfois. « Oui, » admis-je, « je crois qu'elle l'est. » En le regardant s'endormir, je lui murmurai une promesse que j'avais tenue depuis avant sa naissance. « Personne ne te fera te sentir indigne, pas tant que je respirerai. » Et en sortant de sa chambre, j'ajoutai en silence, même si cela signifie apprendre à pardonner, même si cela signifie laisser le passé derrière soi. Parce qu'au final, c'était ça, être une famille. Pas la perfection, pas l'absence d'erreur, mais la volonté de grandir, de guérir, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Et en entrant dans le salon où Michel m'attendait avec un sourire, je sus que nous avions réussi exactement cela. Un nouveau départ. Imparfait, fragile, mais véritablement le nôtre.